Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. Bonjour, aujourd'hui je reçois Irénée Regnault, co-auteur avec Arnaud Saint-Martin d'une histoire de la conquête spatiale aux excellentes éditions La Fabrique. Bonjour Irénée Regnault et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci pour l'invitation, avec plaisir. Alors vous êtes consultant, essayiste, chercheur à l'université technologie de Compiègne. Vous avez publié avec Yael Benayoun Technologie partout, démocratie nulle part, que je me suis acheté récemment d'ailleurs. Alors vous êtes consultant, ça veut dire quoi consultant ? Dans mon cas, ça veut dire que je travaille dans une société de conseil qui intervient chez d'autres sociétés pour développer des outils numériques. Voilà. Après, disons que j'ai plusieurs facettes. Ma facette d'essayiste est pas directement celle-ci, mais ça me permet quand même d'avoir un pied dans la recherche et un pied dans le monde de l'entreprise, pour dire simplement. D'accord, mais ça veut dire que vous êtes codeur, vous êtes programmateur ? Non, je suis pas développeur, je suis plutôt l'entre-deux, c'est-à-dire la personne qui va piloter les développements, qui va travailler avec un peu tout le monde, qui va coordonner les développements, qui va éventuellement animer des sessions d'innovation pour savoir ce qu'on va développer, des choses comme ça. Donc c'est pas un métier d'ingénieur à proprement parler, c'est un métier de consultant, quoi, plutôt. Ok, d'accord, merci. On en apprend tous les jours, hein. Je savais pas du tout ce que c'était, c'est cool. Mais parce que c'est normal, ça veut tout et rien dire, il n'y a aucun souci, la question est tout à fait légitime. Alors avant de parler du livre, je veux bien parler un peu cuisine avec vous. Vous avez coécrit le livre avec Arnaud Saint-Martin, Arnaud Saint-Martin, à qui on passe le bonjour. Il n'a pas pu venir à l'interview, il a été élu à l'Assemblée nationale, donc félicitations à lui et bon travail. Au niveau de l'écriture du livre, comment vous avez écrit ce livre à deux ? Comment vous êtes réparti le travail ? C'est une très bonne question aussi. Avec Arnaud, on a travaillé. Donc l'idée du livre a germé en 2022, quelque chose comme ça, l'été. On s'est partagé d'abord par chapitre 1 et 2. Parce qu'il fallait vite produire 2 chapitres pour aller voir l'éditeur et pour signer le livre. Chapitres qu'ensuite on a beaucoup réécrit l'un à l'autre, mais les bases de ces 2 chapitres sont plutôt lui d'un côté, moi de l'autre. Les 3 chapitres suivants ont été écrits à 2, plutôt par section. Après, vous savez, de toute façon, chacun a relu l'intégralité de ce qu'a fait l'autre, l'a largement annoté, coupé, découpé, fait souffrir dans tous les sens, et au final, je pense qu'on voit pas du tout dans le livre qu'il y a 2 écritures. Il y a une écriture qui est plutôt homogène, puisque au final, on peut dire qu'on l'a vraiment écrit à 2 en fait. Ouais, alors je confirme, hein, on sent pas qu'il y a 2 écritures. De temps en temps, quand il y a 2 co-auteurs dans les livres que l'on traite dans l'émission, on le sent. Là, on sent pas du tout qu'il y a deux co-auteurs. Non, oui. On n'a pas du tout voulu faire une partie chacun, ou lui la première partie, moi la deuxième partie. C'est pas du tout ce genre de livre, hein. C'est un essai pensé ensemble tout au long de l'essai. Donc qu'est-ce qu'on y met, quasiment phrase par phrase. Donc c'est un travail très très conjoint en fait. Oui, mais ça se ressent à la lecture. Il n'y a pas de coupure quand on lit, on suit ça de bout en bout, quoi. Du coup, vous avez aussi travaillé avec Yael Benayoun pour un autre roman que j'ai cité, un autre essai, pardon, que j'ai cité tout à l'heure. C'était la même méthode de travail ? Avec Yael, c'était un peu la même méthode de travail. Effectivement, on a écrit beaucoup à 2. Il y avait des bases qui existaient à droite à gauche. Mais ça a été également un exercice conjoint, peut-être même encore plus quelque part, mais parce qu'on avait peut-être moins de maturité dans l'écriture. C'est un bouquin qu'on avait démarré en 2019. On était plus jeunes. Arnaud, lui, il est chercheur, donc et puis moi j'ai 4 ans de plus du coup, donc c'était pas exactement pareil. Mais oui, c'est un livre qui a été également écrit complètement à 2. Donc mes 2 livres ont été écrits un peu de la même manière, avec un co-auteur et une co-autrice. Yael Benayoun. Voilà. D'accord. Donc du coup, si je comprends bien, il y a deux temps dans l'écriture du livre. Vous aviez produit les 2 premiers chapitres pour l'éditeur, pour le contrat, et une fois que ça a été sécurisé, vous vous êtes relancé dans l'écriture, la réécriture des 2 premiers chapitres. C'est bien ça ? Oui, et des 3 suivants. C'est tout à fait ça. Après, chacun fonctionne comme il veut, hein. Il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui préfèrent tout écrire et faire signer ensuite.
Moi, j'ai un temps qui est restreint, hein, j'ai un travail, je suis tenté de dire comme tout le monde, même si tout le monde n'a pas de travail, mais le matin, je vais au travail, je rentre le soir. Donc quand j'écris un livre, c'est que j'ai, la certitude qu'il sera publié chez un éditeur et qu'il finira sur les tables de librairie. Donc je peux pas me permettre de dédier, 6 mois ou 9 mois d'écriture, sans avoir un contrat. D'où effectivement les 2 temps et c'est souvent comme ça que ça fonctionne, hein, pour ceux qui voudraient écrire des livres. Il faut avoir au moins un plan, un premier chapitre, une intro, quelque chose qui donne envie, qui fait un peu sentir à l'éditeur la tonalité et le contenu du livre. Ok, super. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que l'idée du livre avait germé en 2022, si je me souviens bien. Ça a été quoi le déclic? Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là, l'histoire de la conquête spatiale? Alors le déclic de mon point de vue, il faudrait demander à Arnaud le sien, hein, moi j'écris depuis 10 ans sur les questions plutôt numériques. Donc mes sujets de prédilection sont proches de ce qu'on appelle la démocratie technique en socio des sciences, c'est-à-dire la façon dont on s'approprie collectivement des technologies, dont on les décide, du point de vue de la conception, des finalités, avec la grande question qui est finalement qui décide du progrès technique, hein, est-ce qu'il nous tombe vraiment sur la tête ou pas. Et donc je m'intéresse toujours, hein, d'ailleurs aux questions numériques, aux questions algorithmiques, aux questions dites maintenant d'intelligence artificielle, du point de vue de leurs implications sociales au sens large, ce qui a donné lieu au premier livre. Et puis après presque 10 ans, j'ai eu un petit coup de mou, puisque quand on travaille longtemps dans ces domaines, il y a des cycles en fait, hein. Donc on voit des phénomènes de hype revenir, partir, des questions qui se sont déjà posées, qui ont déjà plus ou moins été travaillées, qui reviennent, avec parfois beaucoup de naïveté. Puis on se dit, mais en fait, à quoi bon, quoi, pourquoi on écrit? Et donc, chemin faisant, je me suis intéressé à l'espace, parce que c'est avec quelque part un prisme qui est le même, hein. C'est beaucoup de développement, hein, très médiatisé depuis 5-7 ans avec Musk, les constellations de satellites, etc. Et très vite, dans le cadre d'une association que j'ai montée qui s'appelle Le Mouton Numérique, j'ai invité en fait Arnaud à participer à une conférence avec une géographe et un astrophysicien. Et en fait, très vite est né. Moi, j'avais l'idée de faire un livre en fait, hein. J'avais plus ou moins un plan en tête. Puis Arnaud aussi. Donc on a déjeuné. Puis je lui ai dit que moi j'allais en publier un. Puis il m'a dit on va le publier à 2, ça serait bien d'en faire un ensemble. Donc c'est aussi bête que ça. Et Arnaud, ça fait 10 ans qu'il travaille spécifiquement sur la question, il est sociologue des sciences spécialisé sur le New Space. Donc lui, c'est son dada bien avant moi. Ok, super, merci. Alors du coup, je vais vous dire grosso modo, alors dans les grandes lignes, ce que j'ai compris moi de votre livre, quand j'ai refermé le livre, ce que j'en ai retenu, vous pouvez réagir ou pas à ce que je vais dire. Si je dis de grosses conneries, n'hésitez pas. Puis après, on ira un petit peu dans les détails. Moi, l'impression que j'ai eue en refermant votre livre, c'est que l'espace est une construction chimérique. C'est rien d'autre qu'une nouvelle colonisation. C'est du pur capitalisme, avec des ambassadeurs comme Thomas Pesquet qui nous vendent un programme pour divertir les foules et faire adhérer un max de personnes à l'industrie spatiale et aux sommes folles qui sont dépensées pour ça. C'est ce que j'ai retenu. Je ne dis pas que c'est ce qui m'a choqué, parce qu'il y a d'autres choses qui m'ont choqué, on va y revenir un peu plus tard, mais en tout cas le gros de votre livre, moi dans ma tête je le résume comme ça. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? Non, mais de toute façon, c'est résumé de façon très succincte, donc il faut bien retenir un message. Oui. Donc si c'est celui-là que vous avez retenu, il est évidemment étayé de façon très précise dans le livre. Il est plus nuancé que ce que vous expliquez là. Nécessairement, je ne dirais pas que l'espace est que du capitalisme. De fait, l'espace, c'est aussi la conquête soviétique, qui n'est pas spécifiquement capitaliste, même si elle partage quelque part les mêmes arsenaux militaires, le même système productiviste, mais bon, c'est pas tant la question. Mais c'est une façon de le retenir qui n'est pas non plus tout à fait fausse, dans le sens où effectivement, vous l'avez noté, il y a une volonté de susciter de l'enthousiasme, de convaincre de l'utilité de certains programmes spatiaux. Et là, je pense que vous faites spécifiquement référence au vol habité. Et donc voilà, après l'espace, c'est pas que ça non plus. Je pense que dans ce livre, on essaye aussi d'amener une dimension très froide. Enfin, c'est ce qu'on fait en fait. Nous, on relie l'histoire spatiale avec un prisme qui est plutôt états-unien, hein, donc qui est incomplet. Bon, sinon, ça serait un trop gros livre. Et on la relie avec la volonté
comment dire, de l'interpréter très froidement, donc d'enlever l'affect. Voilà, parce que l'espace, c'est un milieu qui forcément est pétri d'affect, parce que c'est un peu magique, c'est souvent rempli d'une dimension pleinement messianique, d'une forme de destinée de l'humanité, etc. Donc c'est plein de mythes, de rhétorique qui pèsent en fait sur absolument tous les discours qu'on peut avoir sur le spatial. Or c'est aussi une industrie, hein, simplement, donc qui naît, enfin en tout cas qui prend une dimension industrielle pendant l'époque nazie, donc ça c'est notre premier chapitre, et puis qui ensuite se déplie sur les versants militaires, civils, et aussi d'un point de vue économique. Donc il fallait regarder tout ça de façon très factuelle, très froide, en se débarrassant de toute forme d'émotion qui parasiterait l'analyse. Et donc c'est plutôt un travail de synthèse historique, je dirais, un peu de sociologie aussi. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, 2 points. Vous avez dit froid et ultra référencé. Alors sur le froid, quand vous dites que c'est froid, c'est parce que vous référencez et vous essayez de ne pas prendre parti ouvertement. C'est ça que vous entendez par rester froid dans le livre ? Rester froid, non, mais je me suis peut-être mal expliqué. Rester froid, c'est rester proche des faits. D'accord. Et se débarrasser de l'affect, c'est-à-dire de la construction mentale d'un espace qui est désirable, qui est souhaitable, qui est uniforme aussi. On dit l'espace, c'est aussi une construction sémantique, il n'y a pas l'espace en fait. Géographiquement, il y a plusieurs espaces qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques pour commencer. Industriellement, il y a aussi plusieurs choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont différentes, où le rôle des États, il y a le militaire, il y a le civil, il y a le scientifique. Alors les trois s'entremêlent nécessairement. Donc l'idée, c'était de poser les choses froidement en fait, et de pas tomber dans une reconstruction désirable d'une histoire qui est toujours racontée comme quelque chose de qui est très lié à l'affect en fait quoi. On va aller dans l'espace, c'est génial, c'est beau, c'est la science-fiction, c'est ceci, c'est cela. Donc je pense qu'il fallait un regard. C'est un livre qu'on a essayé de construire pour opérer une forme de tournant en fait analytique dans ce champ-là où il n'y a pas beaucoup de livres critiques, en tout cas en français. Pour dire il y a un livre qui raconte l'histoire du spatial d'un point de vue parce qu'il est froid, est aussi critique. Voilà, il y a un côté un peu sale dans l'histoire spatiale. C'est beaucoup de militaires, c'est beaucoup d'espionnage, c'est beaucoup de marketing et de propagande. C'est aussi ça, l'espace. Donc l'idée, c'est de déniaiser un peu le lecteur qui adore ce sujet, et c'est bien légitime. Hein. L'espace, c'est très sympa, mais de déniaiser, de démythifier en fait cette histoire de la conquête spatiale. Ouais, alors avant de rebondir sur le deuxième point dont vous avez parlé tout à l'heure, je vais rebondir sur ça parce que votre livre il tape mais dans le mille sur ça, parce que par exemple moi de lire votre livre ça réapprend l'histoire, j'ai envie de dire, ça remet les pieds sur terre si on peut dire, c'est vraiment réussi sur ce point-là, et c'est pour ça que moi j'ai adoré votre livre et je l'ai lu alors pas d'une traite parce qu'il est assez long, mais je l'ai lu avec intérêt et plaisir. Et je rebondis maintenant sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit ultra référencé, et c'est vrai, je l'ai noté. Je l'avais noté, il est ultra référencé. Et moi, ça m'a fait penser au livre de Sylvain Dufraisse sur une histoire sportive de la guerre froide qu'on a reçu il y a pas longtemps dans l'émission, et qui a fait le même travail que vous. En tout cas, pas le même travail, pardon, mais qui a pointé le même état d'esprit par rapport aux nazis. Donc il raconte un peu l'histoire du sport après la Deuxième Guerre mondiale, et comment les nazis n'ont pas tous été virés des instances sportives. Et ben là, c'est encore pire pour l'espace, parce qu'on a carrément recruté des scientifiques ouvertement nazis pour prendre leur savoir, et qu'ils continuent leur taf ailleurs. Comment vous expliquez ça, vous ? Alors oui, c'est un petit peu la même histoire. En fait, c'est quelque chose qui est un peu connu dans le spatial, quand même, des gens qui s'intéressent à la question. On sait que von Braun a contribué très largement même au programme Apollo. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de revenir plus spécifiquement sur cette période qui, en fait, s'étale comme des années 40 jusqu'à la fin de la guerre. Et plus encore, puisque après, il y a différents programmes américains et notamment français. Et aussi anglais, des nazis, il y en aura un petit peu partout. Et donc cette période, finalement, en termes de nombre d'années, elle est quasiment aussi importante que la course à l'espace elle-même. On parle de 15 années, en fait, qui démarre avec, comme on l'explique dans le livre, des groupes de physiologie amateurs qui sont repris par l'armée, etc. Bon, vous lirez le livre pour plus de détails.
Et comment on l'explique? Alors, je sais pas si la question c'est tellement comment on l'explique. Nous, ce qu'on regarde, c'est que d'une part, cette histoire en détail n'est pas tellement posée. En tout cas, elle n'a pas été posée en synthèse. Donc c'est l'exercice qui a été fait. Elle n'a pas été posée parce que c'est une histoire qui dérange un peu, quand même. Mmh. C'est une industrie, le spatial, qui n'a pas forcément envie qu'on remue ses origines et qu'on rappelle ses origines. Et d'ailleurs, on le fait pas pour comment dire, pour la salir a posteriori, ça n'aurait pas de sens. Beaucoup d'industries, de toute façon, chimiques ou autres, sont nées pendant des périodes de guerre qui sont des périodes fastes d'un point de vue scientifique, puisqu'on met beaucoup d'argent dans des différentes découvertes plus ou moins utiles. Mais donc on constate quand même qu'au-delà des grands personnages qu'on connaît comme Van Braun, on a des nazis qui travaillent avec l'armée très tôt, hein, dès les années 30, qui parfois s'engagent aussi au NSDP très tôt au parti nazi, et qui s'engagent dans des formes d'organisation qui sont aussi très intéressantes en tant que telles. C'est-à-dire, on parle beaucoup de la base de Penmun 2, par exemple, hein, qui est bombardée en 43. On parle beaucoup des tunnels de Dora, donc ça c'est une partie de l'histoire très sombre, hein, où quand même il va y avoir la mobilisation d'une force concentrationnaire très importante qui va travailler dans des conditions épouvantables, hein. On parle de dizaines de milliers de morts, 20 000 morts, hein, donc 5 000 Français quand même. Et donc ça fait partie de l'histoire industrielle du spatial, ça fait aussi partie de l'histoire industrielle tout court au final, parce que ce sont aussi des espaces où on va tailoriser la production. Hein, parce qu'il y aura aussi des échanges entre Ford, par exemple, aux États-Unis, c'est bien connu, et le régime nazi. Et c'est une industrie qui va déboucher aussi beaucoup sur des missiles, forcément, et du nucléaire. Et puis plus tard, forcément, les missiles balistiques intercontinentaux, c'est-à-dire la conjonction des deux. Alors pourquoi ces gens-là se sont fait rattraper? J'entends par là Von Braun et ses équipes, hein, mais on pourrait parler de Arthur Rudolph, Nürnberger, Karl-Heinz Bringer en France, hein, à Vernon, mais parce que c'était d'une importance capitale en fait, hein, en termes stratégiques et industriels. On a quand même, les Allemands ont quand même travaillé pendant des années sur des missiles balistiques, donc capables de passer aux frontières de l'espace pour accélérer et retomber sur Terre, ce qui était jusqu'alors en fait inconnu. Alors ça n'a pas été l'arme miraculeuse, la Wunderwaffen que Hitler attendait, hein. Ça a été un effort de guerre extrêmement cher, extrêmement coûteux et finalement très peu efficace, hein, très peu de morts sur Terre, dans le sens où en fait il y aura eu plus de morts à Dora pour les concevoir que à Londres ou à Anvers où les missiles V2 étaient envoyés. Mais il y a eu des pas de franchis sur la propulsion, sur les mélanges d'ergols, sur le guidage des missiles. Et ça, ce sont des événements qui sont industriellement très importants. Et alors même que les États-Unis de leur côté ont tout mis sur le programme de la bombe atomique, Manhattan, on sent bien que l'importance des missiles par rapport au nucléaire est tout de suite vécue comme très très importante. Donc c'est des pays qui vont vouloir très vite se doter de missiles balistiques intercontinentaux. Donc les États-Unis, très vite après les Russes, quelques années encore après les Français, avec des missiles également récupérés, hein, des Allemands, qui seront retravaillés ensuite à Amaguir en Algérie, donc aussi toute une dimension coloniale de base dont on essaye de parler. Et beaucoup de ces ingénieurs, finalement, vont être lavés par l'histoire, parce que leurs interventions sont stratégiques. Sans un Von Braun, vous n'avez pas le programme spatial américain. Sans Karl-Heinz Bringer et les dizaines d'autres personnes qui sont venues travailler à Vernon dans l'après-guerre, vous n'avez pas non plus la France comme quatrième ou cinquième puissance spatiale mondiale. Ça n'existe pas. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont été lavés. Et plus que lavés, ils ont même parfois été adulés, en fait. Et c'est ça, nous, qui nous a un peu dérangés et qui nous a motivés à écrire ce premier chapitre, c'est que leur nom passe dans l'oubli parce que c'est gênant, encore on peut le comprendre. En revanche, que ces gens deviennent des icônes, des pionniers comme Léon Van Braun aux États-Unis, avec encore un centre à son nom, hein, dans la ville de Huntsville, ça, il y a quelque chose de gênant. Qu'il y ait une ville encore à Saint-Marcel au nom de Karl-Heinz Bringer qui était un nazi, et c'est des gens, ils n'ont pas fait, ils ont pas fait pas exprès d'être des nazis. Alors, il y a tout un débat sur, ils n'avaient pas le choix, ceci, cela, mais on parle de gens qui ont contribué à une administration morbide, qui ont été directement responsables de la mort de gens, en signant des documents pour faire venir plus de concentrationnaires, par exemple à Dora, et qui ensuite ont nié et ont vraiment véritablement reconstruit l'histoire à leur profit, voire même dans le cas de Bringer, expliquer que les concentrationnaires de Dora étaient très bien nourris, qu'ils avaient du pain et du beurre le matin. Donc remettre l'histoire un peu droite,
à partir de sources historiques sur ce premier chapitre. Ça nous a semblé essentiel. Et d'ailleurs, c'est un premier chapitre qui fonctionne un peu de façon solitaire, hein. Il brasse cette période et uniquement cette période. Les chapitres suivants, eux, sont plutôt chronothématiques, c'est-à-dire qu'ils vont travailler depuis, en général, les années 50 jusqu'à aujourd'hui, à travers des sections qui vont balayer l'histoire. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un chapitre qui nous a paru essentiel à écrire avec Arnaud, sans pour autant tout jeter, hein. On n'est pas du tout anti-industrie spatiale, mais c'est juste un effort de clarté historique, je dirais. Mais le premier chapitre est fou, parce que, vous l'avez dit, c'est détaillé, c'est référencé, et il y a toutes les preuves, quoi. Je vais vous citer, c'est page 34, pour ceux qui auront le livre entre leurs mains. Vous écrivez « Il bénéficie de la protection, voire de l'admiration d'une frange de passionnés de vol spatial et des représentants politiques les plus autorisés, tous prêts à effacer les ardoises de l'histoire. L'idée d'un mal nécessaire trouve ses relais dans la justification finale de la mise en esclavage des prisonniers des camps de concentration, la conquête de l'astre Sélène, un moonwashing qui lave plus bon que blanc. » Je trouve que ce passage, je l'avais surligné parce qu'il il vous met une claque et il dit tout, je trouve. Super passage. Mais l'histoire de... Oui, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, juste pour rendre à Arnaud la formule moonwashing, Arnaud c'est quand même le maître des jeux de mots, hein, plus que moi, donc faut l'avoir en tête. Mais elle est bien trouvée, effectivement. Moi, l'histoire de Werner von Braun, elle m'a scié, quoi. Alors je laisserai au lecteur le plaisir de découvrir toute l'histoire dans le livre, comment il a organisé le travail dans les montagnes, comment il a tué les gens à la tâche pour les fameuses fusées V2. Et lui, il est recruté par les États-Unis. Il dirige carrément un camp de construction spatiale, quoi. Et voilà, et tout le monde s'en fout, quoi. Vous l'avez dit, je trouve ça, mais ahurissant. Voilà, je voulais juste en parler. Vous parlez aussi de leur évasion que j'ai trouvé folle et comment ils ont été recrutés. D'ailleurs, c'est repris aussi souvent dans la culture populaire, hein. Le dernier Indiana Jones y fait référence, par exemple. Des exemples, on en trouve partout. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Alors, au début, moi, je me suis dit, bon, ça m'a choqué que Werner von Braun ait été recruté comme ça. Et vous dites un truc qui moi, m'avait pas frappé, et c'est énormément logique, c'est qu'au final, il n'y a pas de grand changement entre l'Allemagne nazie qu'il a connue et soutenue et l'Amérique qu'il découvre, puisqu'il est dans le sud, il dirige un centre dans le sud où il y a la ségrégation, où le sud des États-Unis est raciste, et dans une grande entre guillemets démocratie, ils se sont sentis un peu chez eux, quoi. C'est ça en gros. Oui, c'est peut-être aussi une dimension supplémentaire du livre par rapport à ce qu'on peut lire sur von Braun habituellement, c'est que la greffe prend quelque part, parce que il est dans cette Amérique puritaine qui va lui correspondre aussi d'un point de vue religieux, hein, il va se convertir, et qui lui correspond aussi d'un point de vue idéologique ou du point de vue des mythes qui circulent en fait en Amérique, enfin aux États-Unis à ce moment-là et encore toujours, hein, le mythe de la frontière, hein, aussi, hein, le fait d'aller conquérir des espaces prétendument vierges, wilderness, etc., qui fait écho un peu aussi à cette forme de velléité de conquête nazie, hein, de Lebensraum, de repousser les frontières, etc. Donc il n'est pas tout à fait, d'espace vital, je veux dire, il n'est pas tout à fait perdu. En fait, il arrive effectivement dans une Amérique qui est ségrégationniste, quoi. Donc, pour un nazi, c'est pas forcément tout à fait gênant. Et sur place, on est dans des États, vous l'avez dit, du Sud. Donc, c'est une dimension qui manquait et qui permet aussi de comprendre pourquoi von Braun va faire Flores derrière, hein, pourquoi il va le devenir dans les années 60, enfin les années 50 d'abord, puis encore plus dans les années 60, Monsieur Espace, qui va collaborer avec Disney, qui va être très présent médiatiquement, etc. Donc ça, c'est aussi toute une partie importante de l'histoire. Alors bon, on est encore au début du livre, hein, quand on raconte ça, mais qui contribue à montrer que l'apport, il n'est pas seulement industriel, il est aussi idéologique, intellectuel, quasiment artistique, en fait. Ouais, c'est fou, quoi. Et du coup, est-ce que on peut dire que les USA ont gagné le recrutement? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'aussi gros recrutement en France ou ailleurs en URSS, pardon? Est-ce que c'est les États-Unis qui ont mis la main basse sur les meilleurs, entre guillemets, ou ils ont juste offert mieux que les autres? Ils ont été plus rapides, ils ont pris les meilleurs. Et ils ont également pris plus de V2, donc la réponse est oui. Les Russes en ont pris aussi, les Français en ont pris aussi. Après, il y a eu des transferts, hein, dans le sens où, par exemple, il y a eu des nazis rattrapés par les Anglais qui sont retournés en France parce que la France offrait de meilleures conditions, de salaire, des choses très claires, hein. Les Russes traitaient différemment aussi les ingénieurs nazis. Alors, ils n'ont pas eu les meilleurs d'une part, et ensuite ils les utilisaient puis ils les renvoyaient chez eux. Mais les États-Unis ont mis le grappin sur von Braun et son équipe. Alors après, c'est des pays, les États-Unis, Russie, qui avaient déjà des développements en cours, hein, y compris la France, hein. Après, c'était par rapport à ce que faisait l'Allemagne nazie à ce moment-là, c'était encore tâtonnant. Donc ça leur a permis des bons, effectivement, de plusieurs années. Alors, il y a des historiens qui s'aventurent un peu sur combien d'années, est-ce qu'ils ont gagné 5 ans, 10 ans. Moi, je répondrai pas à cette question, mais on voit à peu près le niveau quand même d'avance qu'ils ont pris avec ces cerveaux-là. Ouais. D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée. Je me suis posé à un moment donné, mais pourquoi les ingénieurs allemands étaient aussi cotés? Est-ce que c'était juste tous des génies ou ils ont bénéficié de la manne financière de la guerre? C'est clairement parce qu'ils ont bénéficié de la manne financière de la guerre. Enfin, ils ont été financés allègrement pendant plusieurs années, là où les autres pays ne misaient pas là-dessus, en fait, c'est tout. Alors après, est-ce que c'était des génies? Von Braun était sans doute un grand ingénieur, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il n'aurait pas existé sans l'environnement qui est autour de lui, hein. Ok. En plus, il a été recruté avant la guerre, hein, si je me souviens bien. Bref, pour clôturer ce passage-là sur le premier chapitre et sur le recrutement des nazis, alors je redis, hein, d'aller voir le livre pour plus de détails, parce qu'il est vraiment 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 bien fait. Je vais lire une dernière citation. Alors je cite une citation que vous faites, page 45, c'est du physicien français Jacques Blamont. Il dit, parce que je la trouve, elle résume elle aussi
le sentiment quoi à la lecture de ce premier chapitre. J'éprouve très profondément le sentiment tout à fait irrationnel, je l'avoue, que ce n'est pas un hasard si le même architecte a bâti les crématoires d'Auschwitz, et les engins qui devaient permettre la conquête de la Lune, si le même homme porte la même responsabilité dans le plus grand des crimes de tous les temps et le plus grand exploit de tous les temps. Je trouve la situation forte et c'est une bonne conclusion pour cette première partie. On va passer à un autre point de moi qui m'a marqué, grosso modo. Vous insistez, j'ai l'impression, sur la fabrique du désir de l'espace, qui chez moi, je l'ai dit tout à l'heure, a super bien fonctionné. Ce mythe de l'espace. Vous dites qu'on nous a implanté ce désir-là dans du mythe, que c'est un bien, que ce sera un bien pour l'humanité et que ce sera profitable à tous. Vous l'avez dit tout à l'heure, en parallèle la conquête de l'Ouest et la conquête de l'espace, les frontières infinies. Du coup, j'ai l'impression que vous racontiez que l'espace était une fiction. Est-ce que j'ai mal compris ou oui, l'espace est une fiction, on nous a donné ça comme une fiction? Alors, je pense pas que nous utilisions le mot fiction à proprement parler. Non, ça c'est moi. Je me suis dit, c'est ce que je me suis dit en la lecture. Non, mais après, peut-être que vous interprétez ça d'une façon qui correspond quand même à ce qu'on écrit. En fait, ce qu'on essaye de battre un peu en brèche, d'où un peu la dimension normative aussi du livre, c'est de dire il y a quand même des présupposés qui circulent, de toute évidence. Ces présupposés sont ceux d'une destinée naturelle de l'humanité qui serait de se disséminer dans l'espace, ou à tout le moins, en tout cas, de justifier les étapes pour y aller. C'est-à-dire, on va peut-être pas aller dans l'espace tout de suite, mais il faut aller sur la Lune, il faut aller sur Mars, il faut envoyer des stations spatiales en orbite, etc. Il faut aussi incarner toute cette puissance technologique, symbolique, à travers des astronautes, etc. Et tout ça paraît, en tout cas, être décrit le plus souvent comme quelque chose de naturel, en fait, de désirable, d'utile. Technologiquement, scientifiquement, en termes d'innovation, en termes d'inspiration pour les étudiants et les étudiantes qui souhaiteraient se lancer dans les carrières scientifiques. Donc on a toute une batterie d'arguments qui sont des plus biologisants, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans l'ADN de l'humanité 2, jusqu'à des arguments beaucoup plus pragmatiques. On va pouvoir faire par exemple des médicaments extraordinaires en orbite pour guérir des maladies rares, voilà. Et donc toute cette batterie d'arguments, elle intervient aussi pour justifier un effort colossal financier qui est celui principalement du vol habité. Donc faut aussi recentrer là, puisqu'on a d'autres passages du livre où on s'intéresse au lancement, où on s'intéresse aux satellites, où on s'intéresse aux satellites par exemple de reconnaissance, de surveillance, etc. Ce chapitre-là, forcément, puisqu'il interroge les mythes, qu'il interroge plutôt la question du vol habité, donc le fait d'avoir des humains dans des capsules, dans des stations, c'est-à-dire des systèmes de survie, c'est-à-dire des protocoles qui sont extrêmement resserrés pour éviter le danger, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de morts, c'est très critique comme système. On parle quand même de mettre des humains au bout d'un missile, c'est ça qu'on fait dans les années, à la fin des années 50, au début des années 60. Enfin, en l'occurrence plutôt au début des années 60 pour Gagarine. Et donc on a repris un peu de chacun de ces arguments-là pour montrer que d'une part, ils étaient souvent un peu façonnés de toutes pièces et confortés par des stratégies, encore une fois très pragmatiques, des discours, du marketing, du merchandising, éventuellement une forme aussi de culture littéraire, d'une certaine science-fiction, pas toute la science-fiction, mais une certaine science-fiction, et ça passe par une culture matérielle, par exemple, et encore aujourd'hui, des tasses, des t-shirts, des maquettes, les relations médias avec les journalistes, le fait que la NASA soit très proche des journalistes, qu'on puisse les faire rentrer, par exemple, pour toucher, regarder les objets techniques, les fusées, etc., qui elles-mêmes, quelque part, vont avoir une forme de signification aussi pour le Kidam, parce qu'une fusée, c'est quand même quelque chose d'imposant, d'impressionnant, on va les mesurer, les comparer, elles sont toutes plus grosses les unes que les autres, etc. Elles ont des noms sensationnels, les missiles également, Centaure, Delta, Thor, etc. Enfin, tout ça, c'est encore très mythologique. Donc, on essaie de revenir sur cette fabrication qui passe par alors, différents éléments. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais on a l'intervention de Von Braun avec Disney, par exemple, où là, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, il y a quand même un revirement dans l'état d'esprit américain, qui est pas forcément persuadé dans les années 40 qu'on pourra aller sur la Lune, mais dès lors que ça devient techniquement possible et que ça devient aussi très marketé par Von Braun et d'autres, je pense aussi au Space Artist qui est sur la couverture, Chesley Bonestell,
il va y avoir une forme de création de désir, ça se lit dans les sondages. Après Von Braun, après ces 2 documentaires avec Disney, vous avez à peu près la moitié des Américains qui pensent qu'on pourra aller sur la Lune dans 10 ans. Avant Von Braun, c'était 3 fois moins. Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent qu'on y aille? Ça, c'est une autre question. Puisque la désirabilité, par exemple, en termes financiers du programme spatial d'Apollo, elle est très faible. Ça coûte extrêmement cher, on ne sait pas trop à quoi ça sert, c'est plutôt un truc de blanc, et ça c'est important dans une Amérique qui est en proie à des conflits raciaux importants. Et donc il faut quand même créer une machine qui provoque du désir pour justifier cette dépense qui est colossale. Et donc c'est cette machine qu'on décrit finalement. Là, tout ce que vous venez de dire sur la littérature, etc., c'est ça que vous appelez l'astroculture. Vous citez aussi dans le livre le russe Konstantin Eduardovitch Tsiolkovsky, je ne sais pas si je prononce bien. Tsiolkovsky, ouais. Oui, alors l'astroculture, ça va être spécifiquement les façons qu'on a de se représenter l'espace extra-atmosphérique. Et ça, c'est aussi important puisque l'espace, quand on dit espace aujourd'hui, on va penser peut-être, je sais pas, Star Wars, Alien, peu importe, un environnement qui a une forme, qui a une profondeur, qui est éventuellement habitable, qui a ses dangers, ses intérêts, etc. Et qui est une façon de se représenter l'espace, qui est pas du tout universelle. On parle de cosmos, on peut parler tout simplement du ciel, de la voûte céleste. On peut y voir une forme aussi de sacralisation, comme c'est encore le cas dans certaines tribus amérindiennes, qui sont toujours en conflit avec la NASA sur tout un tas de sujets, et notamment l'occupation de la Lune, qui serait un astre sacré, etc. Donc il faut aussi bâtir en Occident, mais aussi en Russie, en soviétique, avec le Cosmis, l'idée d'un espace qui est habitable, dans lequel on peut aller, en fait, tout simplement, où qu'on peut exploiter, où on peut se reproduire, etc. Et ça, c'est pas une évidence du tout. Donc, une certaine astroculture a contribué à bâtir cet espace comme cet environnement-là qu'on connaît aujourd'hui. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the long man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the long man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show.
J'ai appris dans votre livre, je ne le savais pas, que Kennedy, par exemple, avait traîné des pieds pour accepter d'aller sur la Lune. Pour lui, ça ne servait à rien, ça coûtait trop cher, il avait d'autres priorités selon lui. Et il a même proposé à plusieurs reprises à Khrouchtchev de faire un programme commun pour Russie et États-Unis pour aller sur la Lune ensemble, quoi. C'est fou, je savais pas pourquoi c'est une découverte, pourquoi c'est pas plus su d'après vous? Bah, c'est su des gens qui connaissent le spatial, clairement. Hein, c'est pas, c'est un secret de polichinelle pour la plupart pour tous les chercheurs déjà, ça c'est sûr, et les chercheuses. Pour le grand public, parce que en fait, encore une fois, l'espace c'est une construction, donc une construction médiatique, une construction d'un désir, etc. Alors, je reviens sur ce que je disais, ça veut pas dire qu'il y a aucun désir d'espace qui existe originellement, hein, mais en tout cas il est refaçonné, peu importe. Mais c'est aussi une construction par grands moments, par grandes dates, par grands hommes. C'est la façon qu'on a de se raconter l'histoire aussi beaucoup, hein, où on évacue beaucoup les femmes, on évacue beaucoup aussi la construction sociale des sciences pour se focaliser sur une personne. En l'occurrence, ça serait Von Braun, ça serait Kennedy qui aurait pris une grande décision, donc c'est le discours de Rice, etc. Et c'est ça qu'on lira finalement dans les bouquins sur l'espace, sans comprendre que il y a toujours des tractations un peu politiques, des choix qui sont faits, qui ne sont pas faits. L'espace a pris, par exemple, dans les années 70, une certaine forme. On a eu des navettes, pourquoi on a eu des navettes et pas autre chose? Donc voilà, c'est très facile a posteriori de construire l'histoire comme quelque chose qui n'aurait pas pu être autrement, n'aurait pas pu dévier. En fait, des déviations, il y en a absolument partout. Et ce refus en fait de Kennedy d'aller dans l'espace, d'aller sur la Lune, ça aurait pu être une déviation. Tout simplement parce que lui, il voyait bien qu'il n'y avait pas d'intérêt. Donc il finit par prendre la décision aussi sous le concours de Johnson, hein, qui va lui succéder. Parce que ça a aussi finalement un intérêt, puis il va le mettre en scène. Voilà. Mais c'est vrai que lui, il arrive au pouvoir, il n'est pas du tout branché espace, il retarde sa prise de contact avec la NASA, ça l'intéresse pas spécifiquement. Puis bon, l'Amérique finit par y aller quand même, finalement. Ouais. En fait, votre livre, c'est une vraie vision à 360 degrés, en fait, sur cette histoire-là. C'est vraiment un panorama complet des coulisses et de comment tout ça s'est goupillé. Vous êtes d'accord avec ça ou... Alors oui, je pense que c'est la vocation. Je dirais pas qu'il est complet parce que on a lu beaucoup pour faire ce livre et c'est finalement qu'un fragment de quelque chose de beaucoup plus vaste. Il faudrait faire le même livre sur la Russie, peut-être un peu sur la Chine et sur l'Inde, qui a quand même une histoire spatiale qui est très différente. Donc il y a quand même des trous dans notre livre. Hein. Le spatial indien, le spatial japonais, ce sont des constructions industrielles qui sont quand même assez différentes, qui sont pas forcément basées sur les mêmes préceptes, les mêmes prémices. Mais en tout cas, dans ce qu'on connaît de l'espace plutôt américain, celui qui domine, disons, on a essayé de faire ce 360 en effet. Alors, j'ai appris un autre point aussi dans votre livre, c'est la façon dont l'espace est marketé. Vous parlez d'une agence, l'agence d'information des États-Unis, j'arriverai pas à le dire, United States Information Agency, USIA. Donc ça marquait de l'espace. Et vous racontez une histoire folle. Vous racontez que pour promouvoir la station spatiale, on a fait construire une maquette à 40 000 euros pour aller démarcher les présidents des autres pays pour se faire prendre en photo à côté de cette navette, quoi, pour les faire adhérer au projet. On marquette aussi les astronautes. Il faut que ce soit le genre idéal. Vous racontez de mémoire dans le livre à un moment donné la recherche du Superman idéal même. Un gars sûr, quoi, un gars solide, qui nous vendent du rêve. Et ce marketing, il va même dans le nom des vaisseaux. On dit spacecraft pour dire vaisseau spatial, comme si c'était une illusion pour dire le pilotage c'est difficile et personne ne peut le faire. Alors que la seule liberté qu'ont les gens, c'est d'ajuster leur siège et basta. Comment vous expliquez tout ça? Comment vous expliquez que ça fonctionne à fond, cette histoire-là? Ce marketing, quoi. C'est vraiment nécessaire pour nous faire adhérer à ça? Oui, c'est vraiment si on se penche spécifiquement sur comment dire, vous prenez l'exemple effectivement des États-Unis qui arrivent en Europe avec une maquette reconstituée. Alors on doit être sur Reagan à ce moment-là, mais je ne mettrai pas ma main à couper puisque faudrait que je regarde plus spécifiquement. Il s'agit de comprendre en fait que c'est aussi des efforts diplomatiques en fait. On revient un peu sur la construction de la station spatiale internationale, donc qui est précédemment Alpha, qui devient progressivement l'ISS après la chute du mur également, donc qui est finalement
un ramassage de morceaux russes, morceaux américains. C'est une sorte de Lego en fait, hein, qui va devenir la station, qui va s'internationaliser en fait dans les années 80-90. Et donc, c'est pas gagné en fait. Hein. La France a des velléités de vol habité elle-même. Elle planche sur une navette qui s'appelle Hermès. Elle n'est pas forcément complètement d'accord avec l'Allemagne, etc. Et donc, ça se fait de ministre à ministre, de chef d'État à chef d'État, en passant par les directeurs d'agences qui sont plus ou moins d'accord en fait. Donc, les États-Unis arrivent avec, encore une fois, des arguments qui sont celui de participer à un grand projet, notamment scientifique, symbolique. Sans s'étendre là-dessus, il faut comprendre que cette construction, elle existe toujours un peu en fait. Hein. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez par exemple quelque chose qui encadre très fortement le programme qui s'appelle le programme Artemis, hein, voilà, avec des accords dits accords Artemis, qui sont en fait c'est pas un accord multilatéral, hein, c'est une constellation d'accords bilatéraux en fait. Les pays ont tous signé avec les États-Unis et qui structurent la façon dont on pense la conquête de l'espace, l'appropriation future de la Lune. Alors ça s'accompagne de lois aux États-Unis comme le Space Act, qui change aussi la régulation, la juridiction du droit spatial, enfin la construction juridique du droit spatial dans le temps. Donc, est-ce que c'est que du marketing? Non, en fait. Hein, c'est des efforts diplomatiques. C'est aussi une stratégie diplomatique qui consiste parfois à divertir ses amis pour éviter qu'ils se lancent eux-mêmes dans des projets qui pourraient concurrencer les vôtres. Par exemple, c'est un peu ce que beaucoup d'analystes ont dit, hein, sur la participation de l'Europe à la Station spatiale internationale. Les retombées sont quand même pas folles. On connaît pas encore de médicaments qui sont tombés du ciel. Ça coûte extrêmement cher, hein, alors surtout aux États-Unis, hein, quasiment 300 milliards de dollars depuis le début. Et ça coûte quand même cher à l'Europe. Alors l'Europe a un siège, donc on peut envoyer Thomas Pesquet, mais en attendant, elle n'est pas capable de l'envoyer elle-même, si tant est qu'elle le veuille, s'il fallait faire du vol habité, etc. Donc faut aussi voir ces objets qui sont des objets de coopération. L'ISS, c'est véritablement un objet de coopération. C'est aussi un artefact d'ingénierie absolument colossal et qui a apporté beaucoup de choses de ce point de vue-là. Mais c'est aussi peut-être une petite entourloupe des États-Unis pour éviter que les Européens s'embarquent tout seuls dans des projets concurrents. Voilà. Ouais, c'est ça, enfin je le fais très rapidement parce que ça peut paraître un peu, ceux qui connaissent le sujet, qui m'écouteront diront bon, il va un peu vite en besogne. Évidemment, c'est par souci du raccourci et de synthèse, mais voilà, ça permet quand même de dresser une dimension un peu plus politique finalement à l'histoire. Et vous le dites aussi dans le livre, hein, vous expliquez que la NASA a essayé d'envoyer des scientifiques, mais tout le monde était réticent parce que ça allait donner l'impression que tout le monde pouvait aller dans l'espace, et surtout vous racontez aussi que il n'y a pas de ruissellement derrière, quoi. Ça sert pas à grand chose les expériences qu'on mène là-haut. Vous racontez l'histoire de Mir et de l'USS. Ça, je laisserai les futurs lecteurs aller voir ça. C'est effarant comme histoire et comment ça s'est goupillé. On va passer un peu loin dans le livre. Vous dites, enfin non, c'est pas vous qui dites ça, c'est vous citez quelqu'un, j'ai oublié le nom, je vais essayer de le retrouver pendant que je parle. Il dit conquérir l'espace, c'est contrôler le monde. Donc vous faisiez référence tout à l'heure à l'espionnage, etc. Où ça a été c'est aussi une histoire. L'histoire de la conquête de l'espace, c'est aussi une histoire de pouvoir, d'espionnage aussi. Le bouclier antinucléaire, il passe par l'espace. Les satellites espions pullulent, vous racontez. Est-ce que cette vision-là de contrôle de l'espace, contrôle militaire, contrôle des populations, elle a préexisté, ou elle a existé conjointement avec l'aspect purement capitaliste de la conquête spatiale? Et avant que vous répondiez, je vous laisse le temps de réfléchir. C'est le démocrate texan Lyndon Johnson qui le formule de ça, qui le formule comme ça: le contrôle de l'espace équivaut au contrôle du monde. Johnson a dit ça, il n'a pas été le seul à reprendre cette terminologie-là. Effectivement, c'est l'idée du point haut, hein. C'est l'idée, disons c'est-à-dire qu'on est au-dessus des autres, on peut dominer finalement la scène. C'est toujours même idée aussi d'un point de vue militaire de la colline, quoi, hein. C'est le point depuis lequel on peut tout gagner. C'est aussi une vision assez déterministe de la guerre. Parce qu'il suffit pas d'un seul point haut pour gagner, c'est toujours un petit peu compliqué que ça. Mais en tout cas, ça c'est intéressant puisque ce sont des phrases, mais qui s'inscrivent aussi dans des doctrines militaires en fait. Alors je sais pas si je vais répondre exactement à votre question parce qu'elle est complexe à appréhender comme ça, mais ce qu'on essaie d'expliquer d'un point de vue militaire, c'est que en parallèle finalement du programme civil, et même en fait, c'est même pas tant en parallèle, c'est que le plus gros du spatial va toujours être le militaire.
ne serait-ce qu'en termes budgétaires. Alors, il y a la période Apollo qui est un petit peu spécifique sur le civil, mais en dehors de ça, jusqu'à aujourd'hui, le programme militaire américain spatial va coûter à peu près 2 fois plus cher, un peu moins, que le programme civil, donc 40 milliards versus 26. Sans compter toutes les agences en fait qui vont quelque part se nourrir des programmes spatiaux de reconnaissance de satellites, donc 18 agences de renseignement aux États-Unis et qu'on découvre a posteriori, comme par exemple le NRO, la NSA, etc. Donc c'est important de voir que l'espace, c'est nativement quelque chose de militaire. Déjà, on le savait avec les missiles nazis, mais aussi par la suite avec tout un tas de tests qui sont faits sur tout un tas de technologies qui vont être à la fois des missiles, qui vont être des avions diverses et variés, qui vont être aussi des armes qu'on va s'imaginer beaucoup. Parce qu'on a effectivement des bombes nucléaires, des missiles balistiques intercontinentaux, et on pense à peut-être les mettre en orbite, faire exploser des bombes atomiques sur la Lune. Il y a des projets très sérieux qui sont développés en ce sens. Créer des miroirs solaires pour incinérer des villes la nuit. D'ailleurs, ça, c'est des choses qui vont être expérimentées sans vraiment beaucoup de succès au Vietnam, pour en tout cas éclairer des zones la nuit. Vous voyez ce genre de choses dans la jungle, etc. Donc, on revient sur ce qu'on appelle un peu ce florilège finalement de projets qui sont tous plus morbides et inquiétants les uns que les autres et qui construisent finalement l'espace comme aussi un danger, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est toute la limite qu'on voit, nous, dans la régulation de ce milieu, c'est que l'espace est régulé par différents traités. On revient dessus brièvement, traité 1967, interdiction de mettre des armes de destruction massive en orbite. Alors c'est surtout ça qui régule le spatial, en fait, d'un point de vue militaire. Mais le spatial, c'est finalement aussi les missiles balistiques intercontinentaux. C'est ces technologies-là qui sont des fusées, des missiles, des lanceurs, tout ça, c'est différents mots pour différentes terminologies pour un même artefact, passe par l'espace pour accélérer. Donc on a toujours cette séparation un peu artificielle entre ce qui serait purement spatial et ce qui serait des missiles qui, eux, ne seraient pas vraiment spatiaux. Et donc si on part dans cette dimension-là, l'espace, c'est aussi ce qui a permis de construire des missiles par milliers, des silos finalement qui font que dans les années 50, chaque Américain vit quasiment aux portes de l'enfer, et d'une certaine manière c'est un peu toujours le cas. Il y a toujours des silos enterrés aux États-Unis, en Chine aujourd'hui et en ex-URSS, et donc c'est une partie qu'on voit pas. C'est une partie qui s'exprime à travers des doctrines aussi de domination, donc ce qu'on va appeler la space dominance, space control. Donc c'est des mots qui vont transiter des années 60 jusqu'à aujourd'hui, qui sont repris et qui vont impulser des projets, en fait, des projets pour fabriquer des satellites militaires, pour être toujours à la pointe sur la reconnaissance, pour naviguer aussi un peu aux frontières du droit, par exemple. Aujourd'hui, on a des expérimentations, par exemple, de navettes autonomes, tant du côté russe que du côté chinois, du côté chinois que du côté américain. On ne sait pas trop ce qu'elles font en orbite. Et voilà, donc faut bien comprendre que c'est des espaces qui sont toujours secrets, discrets, dissimulés, et c'est principalement ça, le spatial, en fait. Et donc nous, on revient sur toute cette construction-là, qui passe par les armes, on en cite un certain nombre, qui passe par le droit et qui passe par la doctrine. Donc je fais vite, parce qu'il faudrait vraiment rentrer dans le livre. Après, ce sera pas forcément très synthétique, mais c'est une partie très importante, je pense, du spatial qui est un peu passée sous silence. Oui, vous en parlez d'ailleurs dans le livre, comme vous dites, l'arsenalisation de l'espace. Vous parlez aussi du New Space, vous en avez parlé de là tout à l'heure, on n'aura pas le temps d'en parler, de l'astrocapitalisme. Enfin, là, on survole vraiment le livre pour essayer de vous donner envie de le lire. Et c'est réussi. Là, vous venez de dire que c'est aussi une histoire militaire. Moi, je n'avais pas conscience de ça. De cette histoire-là aussi complète avant de lire votre livre, quoi. Pour moi, c'était moi je suis tombé dans le panneau. L'espace c'est génial. Allons sur des planètes, sur des planètes à des années de lumière d'ici, mais de votre livre, il remet les idées en place, quoi, sur la conquête de l'espace, et il montre ce que c'est réellement. Bref, moi j'ai vraiment adoré lire ce livre. Vous racontez aussi. Oui, non, mais je vais juste revenir peut-être sur. Faudrait pas qu'on ait l'impression qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, encore une fois, puisque aller visiter des planètes, envoyer des sondes scientifiques, etc. On fait bien la part des choses avec Arnaud dans ce livre sur
ce qui distingue l'utile du futile, quoi. Et on l'a fait aussi parce que c'est des milieux qu'on connaît. On n'écrit pas depuis un bureau où on rencontre personne. On a vu des industriels. Arnaud en a vu beaucoup de son côté. Maintenant qu'il est député, il les voit encore. Il y a des gens qui travaillent dans ces industries, il y a des gens brillants qui fabriquent des bijoux de technologie. Et il y a des choses parfaitement utiles, hein, tout comme parfaitement inutiles. Mais quand on parle de satellites climatiques, quand on parle de sondes qu'on peut envoyer aux confins de l'univers pour en connaître les origines ou aller sur différentes planètes, enfin je pense à la planète Mars notamment, puisque l'Europe participe quand même à cette aventure. Enfin, je pense qu'il y a aussi des degrés finalement. Il y aura toujours de toute façon une forme de mythification de la conquête, etc. Avec un débat, est-ce que c'est des robots, est-ce que c'est des humains, etc. Mais il y a donc on s'en débarrassera pas complètement et c'est pas forcément souhaitable. Enfin, en tout cas, c'est bien de connaître un peu ce qui nous meut. Ça, c'est déjà l'utilité du livre. Et c'est bien de se donner aussi, de s'armer dans le débat pour savoir qu'est-ce qui est utile de garder et qu'est-ce qui est futile. Et donc c'est pour ça que dans la dimension astro-capitalistique, on va énormément parler forcément d'Elon Musk aujourd'hui, de la crainte que font peser sur les écosystèmes ces satellites qui sont envoyés. Donc je crois qu'il y en a 7000 aujourd'hui. À l'époque du livre, il y en avait 5000. Enfin, c'est pour vous dire, ça va très très vite quand même, quoi. Donc voilà, c'était juste un point là-dessus sur le fait qu'on garde la tête froide et qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Ok, super. SpaceX, ouais, vous en parlez beaucoup dans le livre aussi. Vous racontez un peu l'historique. Moi, j'ai retenu que Elon Musk s'est lancé dans la conquête de l'espace et dans la construction de son propre pas de tir, on va dire, parce qu'il s'est senti non respecté par les Russes lors d'un lancement de satellites. Je schématise énormément. Alors, c'est pas un lancement de satellite, c'est qu'il voulait racheter en fait des lanceurs. Il s'est fait cracher sur les chaussures. Bon, c'est un peu l'histoire qui raconte aussi. Voilà. Bon, puis après il a fabriqué sa propre fusée, bon, avec des moteurs récupérés d'une autre entreprise qui elle-même a été financée par l'État américain. Mais bon, oui, on revient un peu sur cette construction et sur le personnage. Enfin, pas tant sur le personnage d'ailleurs que sur ce qu'il fait finalement. C'est aussi ça qui est intéressant. Et sur pourquoi lui plus que d'autres, puisque beaucoup d'entreprises auraient pu réussir aussi, là où lui a réussi, d'autres ont raté. Donc c'est important de voir ça aussi. Ouais, il te fait un coup de procès et il a faim, quoi, on peut dire. Bref, moi je conseille ce livre. On mettra le lien sur le site internet et dans les posts sur les réseaux sociaux. Donc c'est écrit par Irénée Regnault qui était avec nous aujourd'hui et Arnaud Saint-Martin. Ça s'appelle Une histoire de la conquête spatiale, des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space. C'est aux éditions La Fabrique. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation, Irénée Regnault, et je vous dis à une prochaine fois. Eh ben, merci beaucoup, c'est avec plaisir pour une prochaine fois. Merci beaucoup pour vos questions. À très bientôt. Merci à vous. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today, for here am I sitting in a tin can.
face.